Chers intervenants, chères intervenantes, chères intervenantes, au nom de l'Union des organisations islamiques de France, je vous souhaite à tous les quatre la bienvenue. Soyez ici comme chez vous. 11 candidats à l'élection présidentielle pour qui voter. Alors, à la base, l'UOIF avait invité les 11 candidats qui se présentent à l'élection présidentielle, mais ils ont décliné l'invitation. Alors, pour parler quand même de ces élections présidentielles, nous avons invité ces éminents conférenciers, ces éminents intervenants pour débattre du sujet. Alors, on va rentrer dans le vif de la thématique. Pour qui voter? Alors, je vais me tourner vers Ahmed Msharfi. Pour qui voter? Très bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour qui voter, effectivement, c'est une bonne question et je me réjouis d'autant plus que cela sous-entend, cette question sous-entend qu'on est passé à un deuxième niveau. Fut un temps, on se disait, est-ce qu'il faut voter? Maintenant, on ne se pose plus la question de est-ce qu'il faut voter? Est-ce qu'on peut voter? Maintenant, on est passé à un deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle l'intégration, hein, quelque part, forcément. Il y a une évolution, c'est pour qui il faut voter. Pour qui il faut voter, je ne vais pas donner de nom de candidat, forcément, mais simplement quelques indicateurs qui nous permettraient de voir pour qui, éventuellement, chacun peut, par lui-même, trouver pour qui voter. Alors c'est assez marrant parce que j'ai vu sur Internet, il y a plein de sites qui vous disent, vous répondez à des questions et à la fin, c'est le site qui vous dit, vous vous rapprochez plus d'un tel candidat ou plus de tel candidat. C'est assez ludique, c'est assez marrant, mais des fois, c'est pas assez intéressant parce que forcément, moi je trouve que c'est même dangereux parfois par rapport à la politique, c'est quelque chose d'important et qui ne peut pas être traité comme ça sur des coups de clic sur son ordinateur. Il y a besoin d'échanges, il y a besoin de compréhension, il y a une complexité au niveau de la politique qu'on ne peut pas mesurer derrière un écran. Pour qui voter fut un temps aussi où, historiquement, les musulmans, en tout cas, ils étaient présentés comme ça, les musulmans votaient génétiquement à gauche, comme on dit. Il y a eu une évolution au niveau de la communauté musulmane où les musulmans aujourd'hui ne votent pas systématiquement à gauche. Ils peuvent voter à gauche, ils peuvent voter à droite, ils peuvent voter à d'autres niveaux, forcément. Donc là aussi, je pense qu'il y a une évolution, une sédentarisation aussi du vote musulman. Ensuite, pour qui voter pour ne pas être trop long, moi j'ai simplement quelques critères. J'ai pas de nom, parce que si on regarde les noms, si on regarde les casseroles des uns et des autres, si on regarde les programmes, les côtés positifs et les côtés négatifs, c'est, comme on dit chez les Marocains, c'est le harira. C'est-à-dire qu'on n'y arrivera pas, on ne s'en sort pas parce que c'est très compliqué. Il y a plein de points positifs et il y a plein de points négatifs et c'est difficile de se prendre une position par rapport à ça. Moi, ce que je pourrais me permettre de vous donner comme consigne de vote, c'est simplement avoir quelques indicateurs, quelques critères. Les premiers indicateurs, c'est simplement l'intégrité. Un homme politique, il doit être intègre, une certaine probité intellectuelle. Donc voilà, déjà, rien que le terme intégrité, sur les 11 candidats, il y en a certains que vous pouvez déjà ressortir, rien que cette thématique de l'intégrité. Le deuxième niveau, le deuxième critère, c'est avoir la compétence. Donc quand vous voyez certains candidats qui se présentent et qui disent « Ah mais moi je me présente, je passe dans les plateaux télé, mais moi je sais que je ne serai jamais président, donc je me lâche et je dis ce que je veux. » Donc voilà, ça sous-entend aussi que la compétence en termes de gestion d'un pays n'est pas là. Donc voilà, ça vous permet encore d'enlever quelques-uns sur les 11 candidats. Le troisième critère, ou indicateur, c'est la capacité à gouverner, la capacité à rassembler la France. Rien que ce critère-là, la capacité à rassembler les Français, il y a sur les 11 candidats, il y a certains que vous pouvez enlever. Et puis le quatrième critère qui est important, je pense pour nous, c'est la proximité. C'est effectivement des personnes qui soient proches, qui soient à l'écoute. Quand je dis proximité, c'est pas le président de la République qui va dans le métro et qui serre la main à tout le monde, bien évidemment, mais simplement la proximité, c'est effectivement une certaine ouverture intellectuelle au niveau de la société française. Merci beaucoup, c'était clair, bref et concis. Alors je vais me diriger maintenant vers Kamel Benchir. Doit-on voter pour quelqu'un qui a un nom musulman? Je pense que votre question contient la réponse. C'est une question rhétorique. Évidemment non, ce serait simpliste, ridicule et même insultant pour le candidat en lui-même, puisqu'on envisagerait uniquement son patronyme sans envisager ce qu'intellectuellement, ce qu'idéologiquement, ce que concrètement il propose. Donc évidemment non. En revanche, je pense qu'il faut juste
signifier, et notre ami l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a plus d'électorat captif, d'électorat issu de l'immigration emprisonné à gauche. Il y a eu une énorme fracture avec la loi Taubira sur le mariage homosexuel, votée par la gauche, voulue par la gauche, voulue par l'ensemble des forces de gauche, et prolongée d'ailleurs par certains des candidats aujourd'hui. Et cette loi Taubira a provoqué un électrochoc qui a permis aux Français issus de l'immigration, de confession musulmane, pourquoi pas, de s'interroger au-delà du clientélisme naturel depuis les années 80 du Parti socialiste. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que le processus d'acculturation au niveau culturel, mais de l'acculturation aussi politique, est en marche, puisque nous avons aujourd'hui des gens issus de l'immigration qui votent toujours à gauche, qui votent à droite, qui votent à l'extrême gauche et qui votent au sein de la droite nationale. Alors, il peut y avoir des positionnements où l'on va d'abord mettre en avant sa condition sociale. Et comme l'ascension sociale a relativement bien fonctionné, vous avez des enfants d'ouvriers qui avaient un vote ouvrier, donc naturellement un vote à gauche. Mais étant devenus cadres ou profession libérale et s'interrogeant sur la fiscalité, leur vote est passé à droite. Ce n'est pas un vote motivé par la spiritualité, c'est un vote motivé par le positionnement dans l'échelle sociale. C'est la première chose. Ensuite, il y a des questions qui me semblent interdites, malheureusement, lorsqu'on est issu de l'immigration. C'est se positionner et s'interroger sur l'immigration. Est-ce que moi, en tant que citoyen français issu de l'immigration, je n'ai pas le droit de me poser la question de savoir si, oui ou non, nous pouvons encore accueillir dans les conditions actuelles, problème d'emploi, problème de logement, problème d'école, est-ce que nous pouvons encore accueillir de nouvelles vagues migratoires? On peut se poser la question et on ne doit pas s'interdire, parce que nous sommes issus de l'immigration, de se poser la question et même d'y répondre négativement. Ensuite, il va y avoir, je pense, ce qui est pour moi extrêmement important, c'est l'ensemble des lois sociétales et la fracture dont j'ai parlé tout à l'heure avec la gauche. Et évidemment, nous avons, paraît-il, contribué à faire élire François Hollande, paraît-il, qui avait une proposition pour le mariage homosexuel. Et finalement, les Français de confession musulmane se sont érigés contre le mariage homosexuel et contre la théorie du genre qui émanait du même gouvernement. Je dis aujourd'hui que si nous nous sommes engagés hier contre ces projets sociétaux délirants, pourquoi aujourd'hui irions-nous voter pour un candidat qui va par exemple proposer la PMA? Emmanuel Macron propose la PMA étant la capacité d'un couple de femmes, donc de lesbiennes, de recevoir une insémination masculine, donc des gamètes mâles, pour procréer. Et je me dis, il est quand même étrange que les musulmans de France se soient autant érigés contre la théorie du genre et contre le mariage pour tous, pour qu'ils aillent aujourd'hui s'engager sur ce type de candidature. Merci beaucoup, Kamel Benchir. Maintenant, je vais me diriger vers Fatima Kemilat. Est-ce qu'il y a un vote musulman? Et si oui, pour qui vote-t-il? Alors, merci, c'est un peu le serpent de mer, cette question, c'est-à-dire que ça intéresse beaucoup les médias de savoir s'il y a un comportement récurrent, régulier des personnes musulmanes en France pour tel ou tel candidat ou pour tel ou tel camp politique. Alors, j'enterrerai pas si vite que l'ont fait peut-être les précédents intervenants la question du vote à gauche des Français de confession musulmane. Il faut savoir qu'en 2012, selon les différents sondages, selon les différents instituts de sondage, il y avait entre 86
et 92% des personnes qui se déclaraient musulmanes qui avaient voté François Hollande au deuxième tour, donc au second tour. Donc ça fait entre 86 et 93%. C'est absolument énorme. Alors, même si les statistiques peuvent être contestables sur certains éléments, y compris au premier tour, on constate 80% de vote pour la gauche des personnes de confession musulmane. Alors pourquoi est-ce que c'est important de dire ça? Parce qu'en sociologie électorale, on s'intéresse à quelque chose. Il y a une phrase d'un sociologue qui s'appelle Paul Lazarsfeld et qui disait « Les gens sont politiquement ce qu'ils sont socialement ». En gros, en fonction de la somme que vous gagnez tous les mois, en fonction de votre métier, en fonction du lieu où vous vivez, eh bien, on pourrait prédire comme ça quelles seraient vos orientations électorales. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est un peu de savoir si aujourd'hui les gens votent politiquement ou en tout cas votent en fonction de leur appartenance religieuse ou leur sentiment d'appartenance à une religion. Alors, il y a différents éléments qu'il faut prendre en compte. Déjà, c'est le profil des musulmans de France. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais d'après toujours certaines statistiques qui ont été faites, 75% des personnes de confession musulmane en France ont moins de 35 ans. 75%. Et on sait très bien que l'âge est un facteur aussi qui va impacter le vote. Que les jeunes ont tendance à moins se déplacer aux urnes que par exemple pourraient le faire des gens qui sont plus installés dans la vie, qui ont des enfants, qui ont des métiers établis. Premier élément. Deuxième élément, toujours 75% des musulmans en France, toujours selon la même statistique faite par Claude Dargent dans un sondage pour l'IFOP, eh bien sont soit employés, soit ouvriers, soit inactifs. 75%. Je ne sais pas si vous réalisez que ces chiffres ont un impact direct sur les orientations politiques et électorales des Français de confession musulmane, parce qu'on sait que lorsqu'on vient d'une classe sociale plus défavorisée, plus populaire, on a plus tendance à s'abstenir, on a plus tendance à ce que certains auteurs, en l'occurrence Cécile Braconnier et Dormagin, appellent l'indifférentisme, c'est-à-dire une prise de distance vis-à-vis du politique ou une forme de défiance, de méfiance vis-à-vis du politique. On ne fait pas confiance à cette classe politique qu'on pense qui ne s'intéresse pas à nous. Donc une fois qu'on prend en compte tous ces chiffres, toutes ces réalités, est-ce qu'il existe encore un impact ou non des valeurs musulmanes sur les orientations politiques et électorales des Français de confession musulmane en France? Alors, oui, on ne peut pas dire que ça ne joue pas, on ne peut pas dire que ça n'intervient pas, mais peut-être pas de la manière dont on le pense. C'est-à-dire que j'ai entendu tout à l'heure, concernant le mariage pour tous, que ça faisait signer le divorce des Français de confession musulmane avec François Hollande. Il se trouve que la proposition du mariage pour tous, elle était dans le programme de François Hollande. Elle était dans le programme de François Hollande. Donc ça n'a pas empêché, visiblement, les 86 à 93% des personnes de confession musulmane qui ont voté pour François Hollande au second tour de voter pour lui. Qui ont voté contre Sarkozy surtout. Bien sûr, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que c'est pas pour le mariage pour tous, évidemment, ou en tout cas on peut peut-être le supposer des personnes de confession musulmane qui ont voté pour François Hollande. Non, c'est pour d'autres raisons. Parmi ces raisons, il est évident que l'ascendance, le fait d'être directement descendant de l'immigration a joué un impact. Qu'on le veuille ou non, il y a cette idée que la gauche serait plus favorable à l'immigration et qu'elle serait plus favorable aussi à des questions sociales. Et comme j'ai essayé de vous le démontrer tout à l'heure, le fait est qu'il y ait une plus grande précarité chez cette catégorie de la population fait qu'il y a ce qu'on appelle en sociologie une forme d'identification partisane. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français de confession musulmane qui votent par habitude, par fidélité à la gauche. Mais aux dernières élections municipales, aux dernières élections locales, on a vu que le curseur s'était légèrement déplacé, qu'il y avait eu un petit peu de changement, des villes qui étaient historiquement communistes, des villes qui étaient historiquement à gauche, ont basculé à droite. Donc effectivement, il ne faut pas présupposer de la captivité de l'électorat musulman à gauche, mais il ne faut pas pour autant nier qu'il y a des tendances de fond qui sont dues à des trajectoires sociologiques, migratoires, historiques particulières qui inscrivent la majorité des Français de confession musulmane à gauche. Merci beaucoup Fatima Kemilat. Je vais me diriger maintenant vers notre frère Nabil et Nasri. Qu'en est-il de l'abstention active? Bismillah wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ma ba'd, salam alaykum wa rahmatullah. D'abord, je trouve un peu regrettable que les candidats que vous avez invités ne sont pas venus aujourd'hui. C'est quand même désolant de leur part. Alors, si je peux me permettre, par rapport à l'abstention active, je vais quand même donner 2-3 éléments par rapport à ce que j'ai entendu. Et ensuite, je reviendrai sur cette question et je vais essayer d'être bref. Je voudrais dire 3 choses d'abord. La première, c'est qu'il faut prendre en considération aujourd'hui le climat politique français. Et le climat politique français, il est dominé par 3 sentiments.
diffus dans la société française. Le premier sentiment, et c'est tous les instituts de sondage qui le démontrent, c'est une forme de colère d'une grande partie de l'opinion électorale. C'est-à-dire que les gens, on a un peu marre d'une politique qui a beaucoup promis et qui a beaucoup trahi. Le quinquennat de François Hollande, ce n'est pas anodin qu'il soit le candidat le plus impopulaire aujourd'hui en fin de mandat de l'histoire de la Ve République, a énormément déçu. Donc les gens en ont un petit peu marre. Le deuxième sentiment, c'est un fort désir de renouvellement. C'est-à-dire que les gens souhaitent d'autres têtes. Il y en a un peu marre de voir depuis 10, 15, 20, 30 ans, voire davantage, les mêmes personnes, les mêmes acteurs qui trustent les principales fonctions. Et le troisième sentiment, c'est la peur du déclassement et la crainte de l'avenir. C'est-à-dire au sein de la société française, on a peur de la mondialisation. On est nostalgique d'une période où la France en particulier et l'Europe en général avaient le monopole de la puissance. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Dans quelques années, il faut se rendre compte que la France ne sera plus la 5e puissance économique mondiale, mais peut-être la 10e et la 15e. Elle sera rattrapée par le Brésil, par l'Afrique du Sud et même par la Turquie. Ça crée auprès d'une partie de l'opinion une peur, une crainte de l'avenir et donc un recroquevillement vers la nation, l'État et les fondamentaux de la République. Ces trois sentiments, quand ils se conjuguent électoralement, qu'est-ce qu'ils produisent? Ils produisent deux choses. D'abord une abstention, et vous verrez que lors des élections présidentielles, on aura certainement le taux d'abstention le plus élevé de l'histoire de la Ve République pour une élection présidentielle. On pense à peu près à 30%. Et le deuxième effet, c'est un vote de contestation, un vote de rupture. Et ce vote de rupture, qui va le capitaliser? C'est très certainement le Front National et Marine Le Pen. Ça n'est quand même pas anodin qu'en l'espace de quelques années, le Front National soit passé en 2010 aux élections régionales de 10% à 5 ans plus tard 27%. Je rappelle que le Front National est le premier parti politique français. Donc ça, c'était très important à mettre en évidence, de sorte à ce que vous puissiez comprendre dans quel moment politique on le vit. Ce que je suis en train de vous dire, c'est totalement inédit depuis 1958. D'accord? Et la traduction finale au niveau électoral, c'est un déplacement à droite, voire à la droite dure, de l'ensemble de l'électorat. D'accord? Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, pour faire très court, on parle beaucoup des élections présidentielles. Excusez-moi, mais vous ne comprenez pas le mécanisme institutionnel de la Ve République si vous ne donnez pas autant d'importance aux élections législatives qu'aux élections présidentielles. C'est très bien d'être absorbé par le scrutin du 23 avril et du 7 mai, mais s'il vous plaît, soyez au moins aussi attentifs au scrutin du 10 et du 17 juin. Le 10 et le 17 juin, nous serons tous appelés à voter pour les 577 députés qui peupleront les bancs de l'Assemblée nationale. Et ce sont ces députés-là qui voteront les lois. Et un président a impérativement besoin d'une majorité parlementaire pour gouverner. Donc très bien d'être attentif à cette élection-là, mais très bien d'être attentif aux élections d'après. Et juste sur l'abstention, active entre guillemets, pour moi c'est un mauvais choix, pour ne pas dire davantage. La communauté musulmane, avant de parler de vote musulman, sa principale caractéristique c'est l'abstention. Et tout le monde sait que quand on s'abstient à une élection, on ne pèse rien du tout. Quand on veut peser sur le climat politique, sur les décisions, il faut participer. L'abstention est le pire des choix parce que la règle est simple. Quand tu votes, tu pèses. Quand tu ne votes pas, tu ne pèses rien. Donc vraiment, l'abstention active, c'est quelque chose pour moi qui n'a pas de sens. Merci. Bien évidemment, en cela, sans citer de nom, un prédicateur avait appelé à l'abstention, malheureusement. Alors, j'aurais une dernière question pour conclure. Je vais me diriger vers Ahmed El-Mcherfi. Alors, pour qui ne pas voter? Alors, simplement pour rebondir un petit peu sur ce que disait le frère Nabil, effectivement, les musulmans, il n'y a pas besoin de les inviter à l'abstention active parce qu'ils s'abstiennent déjà depuis 30 ans de voter. Donc, c'est le plus grand réservoir du plus grand parti de France qui est le parti de l'abstention. Donc, il n'y a pas besoin de leur faire de la pub pour aller dans ce sens-là. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement sans participation. Rien que le fait de participer, il y a un frère qui m'avait dit un jour, c'est un frère d'Afrique noire, et qui m'avait dit le seul endroit où je suis bien accueilli avec le sourire, c'est dans le bureau de vote.
Parce que dans le bureau de vote, quand vous entrez, les gens qui sont dans le bureau de vote, ils ont tous le sourire parce qu'ils aspirent, ils pensent, ils espèrent tous que vous allez voter pour leur candidat. Alors, pas tous, parce que je pense qu'il y en a certains, quand ils voient la tête d'un musulman entrer dans un bureau de vote, ils souhaiteraient justement qu'il n'entre pas. Mais justement, je pense que ne pas participer, c'est justement ce que l'on veut, ce que certains veulent. Ils ne veulent pas voir d'islam, ils ne veulent pas voir de présence musulmane en France. Et donc, justement, ils nous font tout ce qu'il faut faire. Ils nous invitent à ne pas entrer dans les bureaux de vote. Je pense qu'il faut répondre justement par notre présence. Pour qui ne pas voter, ça c'est assez simple. Simplement, vous savez, il y a les valeurs. En tant que musulmans, nous portons des valeurs. Et puis en tant que citoyens français, il y a 3 valeurs qui sont très importantes. C'est les valeurs de liberté, égalité, fraternité. Il y a certains candidats qui ne représentent ni la liberté, d'autres qui ne représentent pas l'égalité et d'autres qui ne représentent pas du tout la fraternité. Donc les candidats qui n'ont pas ces 3 valeurs-là, il ne faut pas voter pour eux. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour toi, Fatima. Oui, alors je voulais juste terminer par dire quelque chose. Il y a un mouvement assez drôle qui est en train de se développer et qui dit, à force de nous dire de faire des barrages politiques, notamment au Front National, il va falloir un jour répondre, on n'est pas des castors. On n'est pas là pour faire des barrages, on est aussi là pour voter de manière positive. Je voulais juste dire que quand on dit pour qui ne pas voter, dans les enquêtes de terrain que j'ai pu faire, je me suis aperçu que les Français de confession musulmane intégraient vraiment la question du discours islamophobe ou anti-musulman dans leur vote. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes de confession musulmane qui ont refusé de voter pour des candidats vers lesquels elles seraient naturellement allées par rapport à leurs valeurs, par rapport à leur position sociale, à cause d'un discours soit islamophobe, soit à cause des discours qui concernent notamment la politique étrangère. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Merci beaucoup. Kamel, Ahmed, Fatima, Nabil, vraiment désolé, on a été pris par le temps, mais en tout cas, encore une fois, merci de votre participation. C'était court, c'était concis, mais c'était très intéressant. Vraiment, merci.